Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après Agadir et Casablanca, c'est au tour de la capitale Rabat de se doter de sa propre méga station de dessalement d'eau de mer. Le protocole d'accord a été acté entre le ministre de l'Intérieur, Abdelaouafi Leftit, et côté français par la directrice générale du spécialiste français de l'eau et de l'assainissement, Veolia. C'est en marge de la visite d'État du président français Emmanuel Macron au Maroc. Il s'agit du plus grand projet du genre en Afrique, deuxième plus grand au monde. Et au-delà de répondre à un besoin pressant pour les habitants de la région ou des régions, le coût du mètre cube d'eau potable produit dans la future usine est annoncé des plus compétitifs et sera principalement produit en énergie verte. Structurée en tant que partenariat public-privé, l'usine ne couvrira pas simplement les besoins de la région Rabat-Salé-Knétra, mais aussi celle de Fez-Meknès. Alors comment et avec quel financement? Nous en parlons avec la directrice générale de Veolia, Estelle Brachlianoff. Merci de répondre à nos questions et bienvenue à vous sur Média TV. Parlez-nous d'abord de ce nouveau chapitre dans le partenariat entre le Royaume du Maroc et Veolia. Et puis, comme on peut le voir sur cette photo, cela a été acté hier avec ce protocole d'accord. Oui, je suis ravie et vous avez raison de parler de nouveaux chapitres. Il y a eu beaucoup de chapitres de l'histoire de Veolia dans votre merveilleux pays. Ça fait des dizaines d'années qu'on est là, qu'on a développé beaucoup de choses. On emploie 4000 personnes au Maroc et on a développé des solutions innovantes sur un certain nombre de sujets, au premier rang desquels l'eau. L'eau, c'est un sujet pressant pour le Royaume. Le roi a eu l'occasion à différentes opportunités de donner la direction dans les 10, 15, 20 ans qui viennent pour le Royaume. Et Veolia, mon métier, c'est de mettre tout le savoir-faire, l'innovation d'une entreprise leader mondial de ça au service du Maroc et des Marocains. Alors on a fait quoi déjà? On a développé par exemple d'éviter le gâchis dans les distributions de réseaux d'eau. C'est du digital pour détecter les fuites en temps réel. Parce qu'on parle d'une importante quantité quand même qui est perdue. Dans les canalisations, c'est autour de 20-30%. Alors 20-30%, c'est des statistiques qui sont pas mal du tout. On vient de bien plus que ça historiquement. Et petit à petit, année après année, on gagne des pourcentages pour descendre. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, grâce à tout ce qu'on fait sur le sujet, les villes dont on s'occupe chez Veolia au Maroc sont parmi les bons élèves. Par exemple, vous citez des pourcentages, aux États-Unis, on est au double, pour vous donner une petite idée, dans le pays de façon générale. Donc le Maroc n'a pas à rougir, au contraire, mais c'est précisément le savoir-faire d'une entreprise comme Veolia et aussi la volonté des pouvoirs publics au sens large, à commencer par Sa Majesté, et puis ensuite une vision très claire. Je crois pouvoir dire ça au crédit de tout ce qui a été fait ces dernières années. Donc je disais, détecter les fuites, du digital, l'intelligence artificielle pour détecter les fuites. C'est aussi la réutilisation des eaux usées, ce qu'on appelle les eaux non conventionnelles. Dans cette très belle ville de Rabat, il y a plus de 90% des espaces verts, par exemple, qui sont arrosés, entretenus, grâce à de l'eau traitée, évidemment, recyclée. Et il y a encore beaucoup de choses à faire de ce type-là. Et puis quand on a déjà passé toutes ces solutions, il arrive un moment où on n'a pas d'autre choix que de recourir au dessalement. Et là, le dessalement, là aussi, encore de l'innovation, mais au cours des dernières décennies, on a permis de diviser par 5 la consommation énergétique de d'usines de dessalement d'eau de mer. On a petit à petit, un par un, essayé de regarder comment on pouvait économiser, faire mieux, faire plus efficace. Et donc vous parliez dans votre introduction du prix. Mais notre métier, c'est le rapport qualité-prix. De la capacité de production, qui n'est pas des moindres. On parle de 822 mètres cubes d'eau potable par jour. Madame Brachlianoff, si on veut peut-être rapprocher davantage ce chiffre-là pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent ce qu'il représente réellement en termes de réponse aux besoins de deux régions importantes du Royaume.
C'est l'ensemble de la consommation potentiellement de l'agglomération au sens large qui pourra être répondue. Ce sera la deuxième plus grosse usine du monde. Les premières, elles sont dans le Golfe. Elles sont dans le Golfe. C'est quand même, voilà. Important et à souligner. C'est la deuxième plus grande station de dessalement. Ce sera. Elle n'est pas encore construite. En tout cas, elle est actée. Voilà. C'est déjà la première pierre un peu à l'édifice. C'est ce protocole d'accord qui a été donc signé. Ce sera donc la plus grande station de dessalement d'eau de mer au monde. Voilà, c'est des très très grosses usines que traditionnellement on avait chez nous accompagnées plutôt dans les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats. C'est le type de pays sur lequel on a petit à petit, encore une fois, appris et fait mieux d'une année sur l'autre chez Veolia. Alors, on parle quand même de besoins en eau de près de 9 millions d'habitants. En quoi consiste l'innovation pour cette nouvelle usine qui va irriguer les parcelles agricoles, mais aussi qui servira à aussi répondre aux besoins de la population en eau potable dans les villes concernées, donc dans les villes de ces deux régions du Royaume? Alors, c'est un sujet clé. Le Royaume a fait face depuis des années à une énorme sécheresse et ça va s'accentuant d'année en année, même s'il a, sous les bons auspices de la rencontre entre le roi et le président Macron, il a plu ces derniers jours. Néanmoins, la sécheresse, elle est là, elle s'est installée parce que c'est une des premières conséquences du dérèglement climatique. Donc, tous les scientifiques nous disent que le Maroc va aller vers des encore plus grandes sécheresses, encore plus fréquentes au cours des prochaines décennies. Donc, c'est tout au crédit, encore une fois, de l'ensemble des décideurs de ce pays d'avoir dit il faut qu'on anticipe pour être capable d'assurer l'approvisionnement en eau pour la population, c'est l'objectif de cette usine de dessalement, mais aussi, et il y a d'autres projets dans le Royaume, pour le monde agricole ou pour les industriels, parce qu'on a tous besoin d'eau, les industries, les agriculteurs, la population. Il y a de l'eau dans votre veste et pas uniquement dans le verre qu'on a devant nous. Il y a de l'eau partout et il y en a absolument besoin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une partie des solutions qui existent déjà aujourd'hui et que donc, dans les 10 ans qui viennent, on va les déployer au service du Maroc et des Marocains. En quoi consiste ce protocole d'accord, Madame Brachlianoff? Quels sont les contours aussi du partenariat public-privé? Et aussi, parlez-nous de ce prix au mètre cube des plus compétitifs. En tout cas, ce que vous nous promettez. Alors, ce que l'on va travailler ensemble, puisque c'est un protocole d'accord il y a beaucoup de travail pour arriver à dans les prochains mois, faire des études très détaillées sur un certain nombre de sujets, pour arriver à converger sur un projet le plus compétitif possible en matière de rapport qualité-prix, et qui ait une empreinte environnementale la plus neutre possible, et notamment vous avez parlé de l'énergie verte qui servira à alimenter l'usine. Voilà ce que l'on peut en dire aujourd'hui. Combien cela va coûter? Combien une usine telle que celle-ci coûte? On est en train de parler de centaines de millions d'euros et encore une fois, les études détaillées permettront d'affiner tout ça. Mais l'alternative, ce serait de ne pas avoir d'eau. Donc on voit bien qu'à chaque fois, le sujet du coût, c'est essentiellement commencer par éviter le gâchis, donc les réductions de fuite, réutiliser les eaux usées et arriver au dessalement quand on a exploré toutes les alternatives avant, si je puis me dire. Et voilà. En parlant d'alternatives, quelles sont celles qui s'offrent à ce projet en termes de financement? Les financements seront... On parle de centaines de millions d'euros. Les financements, c'est un financement qui associera un financement du type partenariat public-privé, donc sur un objet qui fera l'objet d'un financement spécifique pour ce projet. Vous avez parlé du partenariat public-privé, je pense que c'est assez essentiel. Pour arriver à le métier de Veolia, c'est d'aider nos clients à se décarboner, à dépolluer ou à régénérer et préserver la ressource, comme la ressource en eau. Et pour arriver à mettre notre savoir-faire au service de projets, on a besoin de quoi? On a besoin d'un cadre clair et on a besoin de décisions politiques qui nous permettent d'avancer et de mettre cette innovation et ce savoir-faire au service d'un projet. C'est le cas aujourd'hui au Maroc.
Et donc, partenariat public-privé, il faut être deux pour être partenaire. Et je crois que c'est vraiment, vraiment sous des très bons auspices que ce protocole d'accord a été signé hier. Travailler ensemble, un cadre public qui est défini très clairement, et ce n'est pas à une entreprise comme Veolia de décider ce qu'il doit être fait pour la population. Nous, notre métier, c'est de le livrer dans un délai qui correspond aux contraintes qui sont celles du Royaume, au meilleur rapport qualité-prix. Au meilleur rapport qualité-prix, vous parlez du délai, donc vous me tendez la perche que je prends volontiers. Si on parle de ce projet, pour quelle échéance sera-t-il opérationnel selon vous, plus ou moins? On devrait pouvoir arriver à avoir livré l'usine en 2028. Il faut des études détaillées, puis après quelques années de construction pour arriver à livrer le projet. Donc à temps, notamment pour les grands événements qui attendent votre pays en 2030. Exactement, pour ne citer que la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Oui, mais le football est quelque chose qui est important, en tout cas pour les Français. Et pour les Marocains J'ignore aussi. pour les Marocains, mais ça me surprendrait que ce soit différent. Absolument. Alors, Veolia Maroc a mis davantage l'accent, Madame Brachianoff, sur la durabilité et les pratiques écologiques. Comment, en tant qu'acteur majeur mondial, dans la préservation de la ressource, dans la préservation de l'environnement, vous accompagnez aussi les industriels au Maroc comme en Afrique, par exemple? Alors, on est déjà très présent au Maroc, même avant ce grand projet dont on vient de parler. 4000 salariés marocains que l'on emploie au Maroc sur différents types d'activités, la distribution d'eau, d'électricité, mais aussi auprès des industriels, par exemple Renault à Tanger, qui est la première usine triple net zéro, c'est-à-dire zéro carbone, mais aussi zéro empreinte eau et zéro déchet. Et c'est, en l'occurrence, la première usine mondiale dans l'automobile. Je ne suis pas en train de vous parler juste du Maroc. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on est en train aussi d'inventer, je suis très fière de ce qu'ont fait les équipes de Veolia dans ce pays, on est en train d'inventer des solutions spécifiques qui correspondent aux besoins ici, qu'on réexporte ensuite. Je vous disais tout à l'heure que le digital, on a développé des outils avec de l'intelligence artificielle pour détecter les fuites. Les meilleurs experts mondiaux chez Veolia, ils sont ici. Et après, ils sont en réseau avec d'autres endroits du monde. On parle même plus de transfert de technologie, la technologie est là. Pour moi, c'est très poreux. On invente ici des choses dédiées aux besoins du pays que l'on exporte après, et on a inventé aussi ailleurs des solutions que l'on importe ici au Maroc. Ça fait partie de la beauté du groupe que je dirige. Mon métier, c'est l'écologie des solutions. On les invente spécifiques aux endroits du territoire, et après, on en fait bénéficier le plus de monde possible dans le monde entier. Donc finalement, c'est à la fois une entreprise mondiale, bien évidemment, mais éminemment locale, qui s'adapte aux besoins spécifiques. Et on imagine que la sécheresse au Maroc nous conduit à développer des choses qui, après, seront très utiles, y compris dans le sud de l'Europe. Dans le sud de l'Europe, et qu'en est-il pour le sud du Maroc? Il nous reste très peu de temps pour cette dernière question, mais elle est centrale sur la présence en Afrique. Votre groupe s'est associé récemment à un fonds d'investissement, Norfund, pour offrir justement aux industriels la possibilité de financer, de co-développer leurs projets de transformation écologique. Comment ou sous quelle forme on peut dérisquer davantage les investissements en infrastructures vitales en Afrique, Madame Brachianoff? Ce qu'on est en train d'inventer ici au Maroc, finalement, ça peut être aussi des nouveaux business models, des nouvelles façons de faire qui peuvent intéresser l'ensemble du continent africain. Et finalement, moi, je vois une partie de ce qu'on fait ici comme une sorte de base avancée qui va nous permettre après d'offrir des solutions au reste de l'Afrique. Estelle Brachianoff, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Média TV. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir était pour moi. Voilà, donc c'est la fin de cette entrevue spéciale. Je vous remercie de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.